Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et un peu inquiétant, l'ingénierie sociale. Oui, l'art de la manipulation humaine pour contourner la technologie, en gros. Exactement. On va s'appuyer sur différentes sources pour comprendre comment ça marche. L'idée de base, c'est que l'humain est souvent le maillon faible. On n'exploite pas une faille dans un logiciel, mais plutôt nos propres failles psychologiques. C'est ça. On nous trompe pour obtenir des informations confidentielles ou pour nous faire faire quelque chose comme un virement, installer un truc dangereux. Et ça arrive tout le temps. Le faux appel de la banque, le mail urgent pour un colis, c'est très concret, hein. Ah oui, très concret et redoutablement efficace apparemment. On dit souvent que c'est la porte d'entrée principale pour les cyberattaques aujourd'hui. Tout à fait, c'est souvent plus simple et moins coûteux de tromper quelqu'un que de pirater un serveur super sécurisé. Ok alors, décortiquons un peu ça. Quelles sont les méthodes les plus courantes? Le phishing, on en entend beaucoup parler. Oui, le phishing ou hameçonnage, c'est l'attaque de masse. Des milliers d'emails ou de SMS qui essayent d'imiter une banque, les impôts, un service de livraison, n'importe quoi de connu. Avec toujours ce côté urgent, genre votre compte va être bloqué, cliquez ici immédiatement. Exactement. Le but, c'est de nous faire paniquer un peu pour qu'on clique sans réfléchir sur un lien ou qu'on ouvre une piste jointe. Et là, paf! Soit on vole nos identifiants, nos numéros de carte, soit on installe un malware sur notre machine. C'est ça. C'est tout à fait ça. Pensez aux fausses loteries aussi, le gain miracle qui demande vos coordonnées bancaires. Classique. Mais alors, il y a une version plus ciblée, plus vicieuse, le spear phishing. Ah oui, le spear phishing ou harponnage. Là, on n'est plus dans l'attaque de masse, c'est chirurgical. Chirurgical, c'est-à-dire. L'attaquant choisit une cible précise, une personne, une entreprise, et il va faire des recherches sur elle. Ah oui, il va regarder quoi? Les réseaux sociaux, le site de l'entreprise. Exactement. Il cherche des infos sur ses contacts, son poste, ses habitudes, pour construire un message ultra crédible. Genre un faux email de son patron ou d'un collègue. Voilà, un faux email du PDG qui demande un virement hyper urgent et confidentiel, ou un message d'un soi-disant collègue avec une pièce jointe importante pour le projet X. Comme c'est personnalisé, on se méfie beaucoup moins. D'accord, je vois. C'est beaucoup plus difficile à repérer, j'imagine. Et à part les emails et SMS, il y a d'autres techniques pour les ingénieurs sociaux? Le pretexting, par exemple? Oui, le prétexting. Là, l'idée, c'est d'inventer un scénario, un prétexte, pour que la victime donne une information volontairement. Comment ça marche concrètement? Un exemple. Imaginez quelqu'un qui appelle et se fait passer pour un technicien du support informatique de votre boîte. Il vous dit qu'il y a un problème urgent sur votre compte et qu'il a besoin de votre mot de passe pour le régler. Et on peut tomber dans le panneau, surtout s'il a l'air très pro, très sûr de lui. Absolument. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la construction de cette fausse légitimité. L'attaquant mise tout sur le scénario, sur sa capacité à jouer un rôle. C'est du théâtre en quelque sorte. Et il y a d'autres méthodes, peut-être moins high-tech? Oui, tout à fait. Il y a le baiting, l'appâtage. C'est simple, mais efficace. L'appâtage. On laisse traîner quelque chose de tentant. Une clé USB, par exemple, dans un couloir, à la machine à café, avec une étiquette genre salaire 2024 ou photo perso. Ah oui, et la curiosité fait qu'on la branche sur son ordinateur. Et voilà. La clé est infectée, bien sûr, c'est un appât. Malin. Et physiquement, il y a des choses aussi. Oui, le tailgating ou talonnage en français, c'est très basique. Vous entrez dans une zone sécurisée avec votre badge et quelqu'un se glisse juste derrière vous, l'air de rien, profitant de l'ouverture de la porte. Exactement. Souvent, on n'ose pas interpeller la personne, par gêne ou parce qu'on suppose qu'elle est autorisée. D'accord. Et le quid pro quo, ça sonne un peu latin. Oui, quelque chose contre quelque chose. L'idée, c'est d'offrir un service ou une aide en échange d'informations ou d'un accès. Genre. Le faux support technique, qui appelle au hasard des numéros dans une entreprise, il tombe sur quelqu'un, propose de l'aider à résoudre un petit problème informatique imaginaire et en profite pour demander des identifiants ou faire installer un logiciel de prise de contrôle à distance. Donc, il offre quelque chose pour obtenir autre chose en retour. Malin aussi. Et on a mentionné rapidement le vishing et le smishing. Oui, c'est juste l'adaptation de ces techniques au téléphone, phishing pour voice phishing, et au SMS, smishing pour SMS phishing. C'est la même logique de manipulation, mais via d'autres canaux. Ce qui est frappant quand on regarde tout ça, c'est que toutes ces méthodes, qu'elles soient numériques, physiques, téléphoniques, elles visent toutes la même chose. L'humain, exactement. C'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ce n'est pas une histoire de code, de faille zero day,
C'est une histoire de psychologie. Tout à fait. On exploite nos biais cognitifs, nos émotions, nos réflexes. Les mécanismes psychologiques sont au cœur de l'ingénierie sociale. Et quels sont ces mécanismes principaux alors? La confiance, j'imagine. Oui, la confiance est un levier énorme. Usurper l'identité de quelqu'un ou d'une organisation en qui on a confiance, la banque, un supérieur, la police, même un ami, ça ouvre beaucoup de portes. Ensuite, il y a la peur, l'urgence. On en a parlé avec le phishing. Oui, la peur ou l'urgence. Créer un sentiment de menace imminente, votre compte est piraté, ou une pression temporelle, répondez avant midi, ça court-circuite notre capacité à analyser la situation calmement. On agit d'abord, on réfléchit après. Trop tard. La curiosité aussi avec l'exemple de la clé USB. Exactement. Un lien avec un titre accrocheur, une pièce jointe nommée «ne pas ouvrir», c'est humain de vouloir savoir ce qu'il y a derrière. Et la gentillesse, le désir d'aider. Ça aussi, ça peut être exploité, quelqu'un qui se fait passer pour une personne en difficulté, qui demande de l'aide. On a naturellement tendance à vouloir être sympa, à rendre service. Et enfin, l'autorité, peut-être, le respect de la hiérarchie. Oui, l'appel à l'autorité, se faire passer pour un responsable, un expert, quelqu'un qui a le pouvoir de demander ou d'exiger quelque chose. Et aussi la preuve sociale. Tout le monde l'a fait, votre collègue Intel a déjà donné l'info, ça nous incite à suivre le mouvement. Donc en fait, si on résume, les attaquants ne créent rien de nouveau. Ils utilisent juste nos tendances humaines naturelles contre nous. C'est exactement ça. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on voit que ces failles psychologiques sont universelles. C'est pour ça que l'ingénierie sociale marche dans toutes les cultures, dans tous les contextes. Et l'impact alors? Qu'est-ce que tout cela signifie? On voit bien que ça peut toucher les individus, vol d'argent, usurpation d'identité. Oui, les conséquences personnelles peuvent être dramatiques. Perdre ses économies, voir son identité utilisée pour des activités criminelles. Et pour les entreprises, c'est pareil, voire pire, non? Absolument. Une attaque réussie peut entraîner des fuites de données massives, des clients, des secrets industriels. Ça peut mener à des infections par ransomware qui paralysent toute l'activité, sans parler des dégâts sur la réputation. Ça confirme bien l'idée que l'humain est souvent le maillon faible de la sécurité. On peut avoir les meilleurs systèmes du monde, si quelqu'un donne les clés, c'est exactement le problème. C'est un risque majeur, vraiment. Alors, la question c'est comment on se protège? Comment on renforce ce fameux maillon faible? Bonne question. J'imagine que la première chose, c'est d'être conscient que ça existe, déjà. Et d'être méfiant. Oui, développer un certain scepticisme, une méfiance, a priori, c'est la base. Surtout face à des demandes inattendues, inhabituelles. Une demande d'informations personnelles, de mots de passe, d'argent, ou une demande pour cliquer sur un lien, ouvrir un fichier bizarre. Ça doit déclencher une alarme, en fait. Signal d'alarme numéro 1. Exactement. Et le réflexe suivant, c'est la vérification. Toujours vérifier la source. Comment on fait ça concrètement? Si c'est un email, on examine l'adresse de l'expéditeur de très près. Souvent, il y a une petite différence subtile par rapport à l'adresse légitime. On regarde la qualité de la langue, les fautes d'orthographe, la mise en page. Et si c'est un appel? Si quelqu'un appelle en prétendant être de votre banque, de votre assurance, des impôts, ne donnez jamais d'informations sensibles directement. Raccrochez. Et on rappelle nous-mêmes. Oui, on cherche le numéro officiel de l'organisme sur son site web, sur un document officiel, et on rappelle via ce numéro-là. Jamais le numéro donné par l'appelant. D'accord. Et pour les liens et les pièces jointes, la règle c'est Dans le doute, on s'abstient. absolument ne pas cliquer, ne pas ouvrir. Si vous avez un doute sur un email reçu, même d'un contact connu, son compte a pu être piraté, contactez cette personne par un autre moyen, téléphone, SMS, pour vérifier si c'est bien elle qui a envoyé le message. Un autre point important, c'était de résister à la pression, à l'urgence. Essentiel. Les manipulateurs jouent là-dessus. Il faut prendre le temps, se poser, respirer, réfléchir. Même quelques minutes de vérification peuvent éviter une catastrophe. Ne jamais agir dans la précipitation sous la pression. Et protéger ses informations personnelles, ça aide aussi, j'imagine. Moins on en expose en ligne. Moins les attaquants ont de matière pour personnaliser leurs attaques de spear phishing. C'est logique. Limiter ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, paramétrer la confidentialité, ça contribue à réduire la surface d'attaque. Et dans le monde physique, pour le tailgating, Osez demander poliment à voir le badge de la personne qui essaie de vous suivre, ou l'orienter vers l'accueil. Ce n'est pas impoli, c'est juste de la vigilance normale dans un environnement sécurisé. donc si on devait résumer la protection en une règle d'or, ce serait quoi? Je dirais, pensez avant d'agir. Toujours. Pensez avant d'agir. C'est simple, mais c'est puissant. En somme, l'ingénierie sociale, c'est de la manipulation psychologique pure. Et face à ça, l'information et la vigilance, c'est notre meilleure défense. Tout à fait. Chaque personne est en fait la première ligne de défense, que ce soit à la maison ou au travail. Savoir reconnaître les tentatives, comprendre les mécanismes, c'est ça qui est essentiel.
Bon, eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Le message est clair. Restons vigilants, posons-nous des questions face à ce qui sort de l'ordinaire, et n'hésitons pas à en parler autour de nous. Sensibiliser nos proches, nos collègues, c'est important aussi. Absolument. Merci. Merci pour votre écoute. Et peut-être une dernière pensée pour la route? Oui, maintenant que les outils de communication évoluent si vite, je pense notamment aux intelligences artificielles capables de générer des voix, des textes, des vidéos euh, très réalistes. Comment ces techniques de manipulation pourraient-elles se transformer demain? C'est une question, je crois, qu'il faut garder en